Bonsoir, je vous retrouve comme tous les mois à peu près, le mardi à 18h30 pour le live de Sophie Expertimo. Donc je me présente, je suis conseillère en immobilier indépendante sur Aix-en-Provence. Et depuis maintenant la crise du Covid, j'ai décidé de faire ces sessions en direct, qui avant d'ailleurs étaient nettement plus fréquentes. Aujourd'hui, je fais ça à peu près une fois par mois, où je vous donne des conseils à vous, vendeurs ou acquéreurs, qui avez un projet immobilier. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé de parler viager. C'est un sujet qui devient assez à la mode, compte tenu du fait que la population, l'espérance de vie augmente, que la retraite, par contre, diminue. Donc, il y a beaucoup de personnes que je rencontre aussi dans mon quartier et qui se posent la question de vendre en viager. Donc, je connais dans le cadre de mon réseau où je travaille, réseau Expertimo, un collègue qui s'appelle Sylvain Journet, donc que j'ai invité aujourd'hui, et qui est spécialiste du viager dans toute la France. Voilà, donc je vais l'inviter. Alors, il est là. Bonjour Sylvain, Bonjour Sophie. comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie. Bon, merci d'avoir accepté l'invitation pour parler du viager. On va parler aujourd'hui donc des aspects fiscalité parce que tu avais déjà fait avec moi 2 lives en expliquant un petit peu l'esprit du viager qui est finalement comment dire, un type de vente éthiquement social et qui aide beaucoup de personnes âgées à, Mm. à passer leurs vieux jours dans de très bonnes conditions. Il y a des idées reçues sur le viager par rapport aux enfants, déshériter les enfants, etc. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Par contre, les aspects fiscalité, les gens peut-être connaissent moins ces aspects et donc on va développer ça avec les avantages pour les vendeurs-acquéreurs et les aspects donation et succession. Voilà, donc comme je l'ai dit, tu es le spécialiste, le expertimo du viager dans toute la France. Tu sévis activement. Alors, moi, j'ai préparé un certain nombre de questions. En effet, si des personnes nous regardent et qu'elles ont des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je te laisse te présenter et puis après, on abordera des questions. Je te laisse présenter aussi le viager en question. Bonjour à tous. Merci Sophie de ton invitation pour parler viager. C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne depuis plusieurs années maintenant. Oui, Donc, je m'appelle Sylvain Journet, je suis expert en viager, spécialiste en transactions immobilières dans le réseau Experimo, qui est un réseau national en France. Donc, je fais de l'immobilier depuis une quinzaine d'années et je me suis spécialisé dans le viager en 2015, donc ça va faire 8 ans maintenant. mm, Euh, donc, c'est un domaine qui me plaît beaucoup puisque là où j'habite à Vichy, il y a pas mal de personnes âgées. Hein, j'habite en Auvergne et je me rendais compte que beaucoup de gens avaient du mal à vivre leur vieillesse, à vivre leur retraite, puisque les retraites ne sont pas élevées. Puis c'est un sujet d'actualité en ce moment, les retraites. On en parle ouais, beaucoup. ouais. Euh, et donc, le viager, en fait, pour moi, c'est une manière de proposer à des clients des solutions pour mieux vivre chez soi, mieux vivre sa retraite. Pour moi, c'est aussi du maintien à domicile parce qu'on aide des personnes, propriétaires, bien entendu, à rester chez eux, à se maintenir à domicile, à trouver des financements, augmenter leur retraite pour adapter leur logement à leur nouvelle vie, à leurs nouvelles conditions de santé, notamment. Donc pour ça, c'est aussi une manière de, certes, de travailler dans l'immobilier, mais avec un côté social et humain qui est vraiment très très fort. Ouais. Alors, le thème qu'on va aborder, Sophie, effectivement, avec nos internautes, eh bien, parce qu'on a déjà parlé du viager, hein, on a parlé des différents types de viager qui existent aujourd'hui, le viager occupé, qui permet à un vendeur eh bien, de vendre son bien, mais de continuer d'y vivre toute sa vie. Mm. On a le viager libre, hein, en fait, qui permet à une personne eh bien, de vendre un bien qui sera disponible pour l'acquéreur en compensation de bouquets et de rentes viagères mensuelles à vie. Mm. Par exemple, pour les aider à payer une maison de retraite ou une résidence senior, par exemple. On a C'est également le c'est viager beaucoup loué. plus rare Oui. le viager libre.
Comment? Le viager libre est beaucoup plus rare que le viager occupé, C'est non? plus rare, oui, 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 c'est vraiment la grande majorité des viagers vendus en France sont des viagers dits Mmh, occupés, mmh, c'est-à-dire que les vendeurs se réservent ou un usufruit ou un droit d'usage et mmh, d'habitation et mmh. continuent de vivre dans leur logement sans changer leurs habitudes, en améliorant leur quotidien grâce à la rente viagère qui vient augmenter leurs revenus. Ils peuvent garder leur animal de compagnie. Voilà, ils ne changent rien à leurs habitudes. Oui, Ils change. peuvent continuer de Mmh, vivre chez eux. C'est du maintien à domicile, principalement. mmh. Le viager libre, effectivement, alors on n'a pas de chiffre précis, mais ça doit représenter à peine 5% des ventes en viager en France. D'accord. Tout le reste étant du viager occupé. On a OK. un autre type de viager qui existe aussi, qui est le viager loué. Alors ça, c'est intéressant, on va en parler dans le cadre de la fiscalité. Euh, Quand les personnes propriétaires bailleurs arrivent en âge, c'est difficile, c'est contraignant de s'occuper de la gestion locative de ces biens immobiliers. Et très souvent, le viager loué, eh bien, c'est une solution vraiment intéressante pour vendre son patrimoine locatif tout en percevant des rentes viagères à vie, avec des montants et des rentes souvent supérieures au loyer qu'ils auraient perçu, avec une fiscalité aussi plus attractive. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. D'accord. Et puis, Alors, on a la vente à terme également et d'autres systèmes qui existent. ouais. Bah ça, si vous souhaitez connaître tous les types de ventes en viager, vous pouvez regarder le live que j'avais fait, qui est sur ma chaîne YouTube, que j'avais fait avec toi, Sylvain, où effectivement, tu expliques tous les différents types, parce qu'il y a quand même beaucoup d'options différentes en fonction de chaque cas de figure. Il y a des solutions très différentes. Tout à fait. Ouais. Donc, oui, moi, je voulais qu'on aborde un petit peu les aspects fiscalité. Et ma première, enfin, une question qui se pose souvent, c'est la taxation en termes de plus-value. Comment ça se passe donc dans le cadre du viager? Est-ce que tu peux Alors, dans le expliquer? cadre du viager, c'est exactement les mêmes règles fiscales qu'une vente immobilière traditionnelle. C'est-à-dire que si, enfin, jusqu'à aujourd'hui, si vous vendez votre résidence principale, que ce soit en viager ou sous une autre forme, vous êtes exonéré de taxes sur la plus-value. Il faut simplement que ce soit votre résidence principale actuelle. Oui. Alors, qu'est-ce qu'une résidence principale? C'est une résidence dans laquelle on vit depuis au moins 6 mois, 1 an, en fonction des régions, mais c'est une maison dans laquelle ou un appartement dans lequel on vit, on s'est déclaré fiscalement et on y vit toute l'année. Voilà, ça c'est sa résidence principale. Et si l'on vend en viager, donc c'est un viager occupé souvent, ou ça peut être un viager libre aussi, mais si on vend sa résidence principale, on est exonéré de la plus-value. Et si ce n'est pas notre résidence principale, eh bien on a les mêmes règles de plus-value que le barème des impôts, avec donc en France aujourd'hui, il faut donc l'impôt sur la plus-value, c'est 22 ans, et vous avez ensuite les prélèvements sociaux jusqu'à 30 ans. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire depuis moins de 30 ans du bien que vous vendez dans lequel ce n'est pas votre résidence principale, eh bien vous êtes soumis à une taxation sur la plus-value, si bien entendu vous réalisez une plus-value. Oui. Et si cela fait plus de 30 ans que vous en êtes propriétaire, eh bien à ce moment-là, vous êtes exonéré de la plus-value. Alors, il faut bien toujours regarder les lois en vigueur au niveau de la plus-value. Ça, aujourd'hui, ce sont les règles. Donc, 22 ans pour l'impôt, 30 ans pour les prélèvements sociaux et l'exonération totale si l'on vend sa résidence principale. D'accord. Donc, dans le viager, en règle générale, on n'est pas soumis à la plus-value puisque l'on vend souvent du viager Oui. occupé, donc c'est sa résidence principale. Mais si on doit payer une plus-value, eh bien, elle se paiera tout de suite à la vente. Vous savez qu'un viager, je prends l'exemple d'un viager libre ou d'un viager loué avec un locataire, donc ce n'est pas le vendeur vend une résidence qui n'est pas sa résidence principale. À ce moment-là, s'il y a un paiement de plus-value à faire, elle se fera tout de suite à la vente. Oui, Donc, il faut il y a un que le avantage. ticket couvre le montant de la plus-value, bien entendu. Oui. Et puis en Sinon, le sachant que vendeur devra mettre la main à la poche. les prix de l'immobilier augmentent, donc finalement, ça permet de payer au moment de la vente une plus-value qui serait moins importante que si la personne elle vendait plus tard, pas en viager, par exemple. Alors, pour calculer une plus-value, ça se calcule bien entendu, on le sait, sur le prix d'acquisition. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a des abattements qui sont prévus, et il y a aussi bien tous les coûts engendrés par cette résidence principale. Ce peut être des travaux qui ont été
payés et déclarés sur facture auprès d'artisans. Ça peut être les coûts d'acquisition, donc ce qu'on appelle les fameux frais de notaire. Donc, il peut y avoir plusieurs systèmes qui viennent réduire la plus-value. Le mieux, c'est de se rapprocher de son notaire ou d'un professionnel pour connaître approximativement le montant des plus-values que vous auriez à régler, sachant aux dernières nouvelles que si on a une plus-value inférieure à 15 000 euros, eh bien, on est exonéré du paiement de cette plus-value. Mais pour ça, il vaut mieux s'adresser à son notaire qui fera un calcul précis sur le sujet. D'accord. Qu'est-ce qu'il en est de l'impôt sur la fortune? Alors, l'impôt sur la fortune, c'est une très très bonne question. Dans le cadre du viager, alors c'est extrêmement intéressant puisque, alors je ne vais pas trop rentrer dans la technicité puisque chaque cas est particulier, mais dans le grand principe, ce qui est intéressant avec l'IFI, si on est imposé à l'IFI, c'est qu'un vendeur en viager, eh bien, en vendant en viager occupé, par exemple, va voir son impôt sur la fortune immobilière se réduire progressivement d'année en année. Je m'explique. Imaginons que notre vendeur donc, est soumis à l'IFI, donc c'est-à-dire qu'il a un patrimoine dont la valeur, alors, si je ne me trompe pas dans les chiffres, est supérieure à 1 200 000 euros, oui, je crois que c'est ça. Et qu'il vend un bien en viager. Alors, si c'est un bien en viager occupé, on va bien sûr déterminer ce qu'on appelle la valeur d'occupation, et il va rester ce que l'on appelle la valeur occupée ou la valeur de la nue propriété économique qui est vendue. On appelle ça aussi, si l'on enlève le bouquet, on appelle ça aussi un capital rente. Alors c'est important parce que en réalité, quand on va vendre son bien en viager, eh bien, on va donc en calculer une valeur occupée. Là-dessus, on va très souvent vouloir un bouquet, donc qui est une somme au départ qui vous est versée en tant que vendeur, et ensuite vous allez avoir des rentes qui mensuellement vous seront versées toute votre vie. Et ça, ces rentes sont calculées à partir d'un capital rente qui est calculé en fonction donc, de la valeur de votre bien et de la valeur d'occupation, moins le bouquet qui vous a été versé. Ce capital rente, d'année en année, va venir se réduire. Eh bien, c'est là-dessus que l'administration fiscale va calculer en réalité l'abaissement de la valeur de ce que l'on possédait en tant que vendeur, et ce capital rente se réduisant d'année après année, eh bien, va faire automatiquement aussi réduire votre IFI, votre impôt sur la fortune immobilière. D'accord. A contrario, côté acquéreur, celui qui achète un bien et qui est lui-même soumis à l'IFI déjà, eh bien, va voir son impôt à l'IFI progressif. C'est-à-dire qu'à l'inverse du vendeur qui va voir son IFI se réduire d'année après année, eh bien là, l'acquéreur, comme il va se constituer ce capital rente progressivement, il va posséder progressivement ce bien, bien qu'il en soit propriétaire tout de suite, eh bien son IFI va venir, grandir progressivement son patrimoine. Alors ça, bien sûr, c'est un petit peu technique sur le plan fiscal, mais ça se calcule et on peut savoir, eh bien, année après année, eh bien, le capital rente qui sera pris en compte par l'administration fiscale pour calculer son IFI. Donc, d'un côté, on a un vendeur imposé à l'IFI qui va voir son impôt diminuer progressivement année après année. Et de l'autre côté, on va avoir un acquéreur, s'il est bien sûr lui aussi imposé à l'IFI, qui verra son impôt rentrer progressivement et augmenter progressivement année après année, avoir versé ces rentes et venir ainsi augmenter le capital rente. Donc, c'est plutôt des avantages pour les deux. C'est un avantage pour les deux, à condition, bien sûr, que les uns et les autres soient soumis à l'IFI. S'il n'y en a qu'un qui est soumis à l'IFI, eh bien, c'est sa progressivité à lui qui sera prise en compte. D'accord. Qu'est-ce qu'il en est concernant l'impôt sur le revenu? Alors, l'impôt sur le revenu, pour payer de l'impôt sur le revenu, il faut qu'il y ait des revenus. Il faut savoir qu'en réalité, la rente viagère, en réalité, est imposable, mais à partir d'un certain âge, eh bien, on a des abattements. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on perçoit des rentes viagères, à partir de 70 ans, 69 ans exactement, on a 70% d'abattement sur les rentes viagères. Donc, on n'a que 30% de fiscalisable. Pour répondre précisément à la question, l'impôt sur le revenu, les rentes viagères sont imposées. Oui, que le bien soit loué ou non. Oui, que le bien soit loué ou non, mais je voulais parler de ça juste après. Donc, à partir de 69 ans, on a 70% d'abattement sur les rentes viagères.
ce qui veut dire que l'on n'a que 30% de fiscalisable. Il faut savoir que l'administration fiscale considère la rente viagère comme une rente alimentaire. Donc, à ce titre, elle est indexée tous les ans sur l'indice des prix à la consommation. Ça, c'est obligatoire. Et d'autre part, elle est soumise à l'impôt sur le revenu, mais avec cet abattement à partir de 70 ans. D'accord. Concernant le viager loué, c'est là où je voulais en venir, celui qui a du revenu locatif, eh bien, il va payer de l'impôt en fonction des revenus locatifs perçus par rapport à sa tranche d'imposition. Donc, ça peut être intéressant pour un vendeur qui, par exemple, a une tranche supérieure, par exemple, à 30%. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on n'a que 30% de fiscalisable sur les rentes viagères, alors que si on est soi-même imposé à 41%, eh bien, on va payer 41% d'impôt sur le revenu sur ses loyers locatifs. Donc, ça peut être intéressant, du coup, de vendre en viager loué à quelqu'un, de toucher des rentes viagères plutôt qu'un loyer, et ça permettra de payer moins d'impôt sur le revenu. D'accord, ok. Bien sûr, l'acquéreur, lui, il va payer une rente viagère et il va percevoir aussi les revenus locatifs, et donc c'est lui qui sera imposé aussi sur le revenu en fonction de ses revenus locatifs et de ses tranches imposables. Ok. Qu'est-ce que j'avais comme autre question ? Oui. Est-ce que donc un propriétaire peut vendre en viager à ses enfants ou à un enfant ? Et est-ce que c'est considéré à ce moment-là, non, ça ne doit pas être considéré comme une donation, justement. Ça peut être considéré comme une donation déguisée, d'après ce que j'ai pu voir. C'est le piège. C'est le piège. Alors, vendre à un de ses enfants ou vendre à un membre de sa famille, c'est tout à fait possible. Il faut juste respecter certaines règles importantes. J'ai fait une vente en viager récemment pour des parents qui ont vendu à leur propre fille, sachant qu'ils avaient aussi d'autres enfants. En réalité, on peut le faire. Il faut simplement justifier tous les calculs et toutes les valorisations dans le cadre de cette vente. Je m'explique. Ce n'est pas parce qu'on vend à un enfant qu'il faut sous-évaluer la valeur de son bien ou qu'il faut exonérer cet enfant du paiement des rentes, par exemple. Le tout à ce que l'administration fiscale ne considère pas ce viager comme une donation déguisée, en réalité. Parce que là, il y aurait un redressement fiscal. En réalité, on peut vendre à toute personne, y compris à sa famille ou à ses propres enfants, à condition que la valeur du bien soit justifiée et justifiable. C'est-à-dire que demain, si l'un des frères et sœurs dit nous, on conteste ou quoi que ce soit, et bien que la valorisation puisse être justifiée et validée. Ensuite, il faut que les calculs viagers, c'est-à-dire que le calcul d'un droit d'usage et d'habitation ou d'un usufruit correspondent parfaitement aux conditions viagères en vigueur, en place. Il n'y a pas de règle précise, mais il faut impérativement que la valeur d'occupation soit cohérente avec le marché et avec les différents barèmes viagers. Et surtout, il faut que le prix soit vraiment payé tous les mois. Donc, s'il y a une rente viagère, eh bien, il faut qu'elle soit effectivement payée tous les mois. Il ne faut pas qu'il y ait d'exemption quelconque ou d'impayé. Sinon, là, effectivement, un parent qui dirait ne me paye plus, il n'y a plus besoin, on va passer ça comme ça, pourrait être fortement contestable devant l'administration fiscale et on pourrait faire l'objet d'un redressement. Donc, on peut vendre à ses enfants comme à une personne étrangère, mais ce n'est pas parce qu'on vend à ses enfants qu'il faut les favoriser. D'accord. Il faut que ça soit justement ça soit aussi carré que n'importe qui. Voilà. Exactement. Ok. On a oublié de parler juste avant concernant les impôts et les taxes, les frais de notaire. Oui. Alors ça, c'est intéressant, les frais de notaire, voilà, puisqu'on peut, dans le cadre des viagers occupés, c'est-à-dire quand on a un usufruit ou un droit d'usage et d'habitation, eh bien, on a ce qu'on appelle une valeur d'occupation. Comme vous le savez, vendre un bien dans lequel on habite dans le cadre d'un viager occupé, c'est-à-dire qu'on se réserve un droit d'usage ou un usufruit, c'est-à-dire qu'on va continuer d'habiter son logement. De ce fait, cette valeur d'occupation qu'on déduit, qu'on retranche de la valeur libre du bien, cette valeur n'est pas taxable. C'est-à-dire qu'en réalité, soit on achète un bien à sa valeur réelle pour y habiter, donc on achète la pleine propriété d'un bien, soit on achète un viager occupé, mais dans lequel on sera privé de jouissance et on devra attendre le décès des personnes ou leur départ pour pouvoir en avoir la jouissance. Donc, le principe, c'est que la valeur d'occupation, comme je dis toujours, appartient aux vendeurs, c'est leur droit de continuer de vivre dans leur maison. Eh bien ça n'est pas taxable
par l'administration, par les frais de notaire. Donc, ce que l'on va taxer, c'est uniquement la valeur de la nue propriété ou la valeur occupée du bien. Donc, effectivement, on va avoir des frais de notaire réduits dans l'acquisition d'un bien en viager occupé, puisqu'on ne va pas être taxé sur la valeur libre du bien, mais sur sa valeur occupée. Et donc là, on peut avoir plusieurs milliers d'euros d'économie en ayant ces frais de notaire réduits. Oui. D'accord. Ok, maintenant, est-ce que tu peux nous parler des deux cas, le cas où le vendeur donc décède, il a vendu en viager, il décède, qu'est-ce qui se passe pour ses enfants, par exemple? Le vendeur. Oui, le vendeur, est-ce que enfin je crois que non, mais les acquéreurs ne doivent plus rien aux enfants, donc c'est ça qu'il faudrait. C'est exact, c'est-à-dire que quand on vend un bien en viager, si on est seul propriétaire, bien entendu, que l'on vend en viager, que l'on soit seul ou en couple, effectivement, on fait ce que l'on appelle une mise. J'aime pas trop ce mot, mais c'est comme ça dans le Code civil. On mise sur une ou deux têtes, en réalité, un viager. C'est-à-dire qu'en fait, tant que les vendeurs, le ou les vendeurs seront en vie, on va continuer de payer la rente. Et le paiement de la rente s'arrête au décès du vendeur ou du dernier des deux vendeurs, s'il y en avait deux dans le cadre d'un couple. Oui. Bien entendu, on rappelle qu'une vente en viager, c'est avant tout une vente immobilière. Ce qui veut dire qu'à la vente du bien en viager, les vendeurs ne seront plus propriétaires du bien, ils en auront simplement la jouissance, qui sera bien entendu indiquée dans le contrat viager. Alors, bien sûr, il faut étayer ce contrat viager chez le notaire en indiquant la façon dont on pourra jouir du bien. En général, on peut continuer de l'habiter comme on l'a fait jusqu'à présent, sous réserve, bien sûr, d'obtenir le bouquet versé et les rentes que l'on a demandées. Mais une fois que les vendeurs sont décédés, le bien ne rentre plus dans le patrimoine immobilier ou dans la succession. Ce qu'il va par contre rentrer dans le cadre de la succession, c'est le patrimoine financier qui en aura éventuellement résulté, ce qu'il restera. C'est-à-dire, en ayant touché un bouquet des rentes viagères, c'est de l'argent qui rentrera ensuite dans la succession s'il en reste. Voilà. Donc, effectivement, ce patrimoine immobilier, les gens vont le rendre liquide, on va le monétiser, si je puis dire, ce qui va rester dans cette succession-là, c'est uniquement un patrimoine financier. Voilà. Et ce qu'on peut juste dire, c'est contrairement aux idées reçues, beaucoup de personnes que je rencontre disent « Oh, moi, je ne veux pas faire de viager parce que c'est déshériter mes enfants ». Certes, à la vente, les enfants ne sont pas propriétaires de ce bien, mais par contre, ça permet au vendeur de faire, par exemple, une donation de son vivant. Donc, ça permet d'aider les enfants. Bon, ça, c'est une petite parenthèse parce que j'ai tellement souvent cet a priori, cette idée concernant le viager que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir d'enfants, on fait du viager que si on n'a pas d'enfants et que si on en a, c'est les déshérités. Moi, j'ai compris ça en tout cas de nos conversations, de nos nombreuses conversations, que c'est aussi en faveur des enfants. Ça permet de les aider de leur vivant. Alors, effectivement, là où je suis tout à fait d'accord avec toi, Sophie, c'est que vendre en viager, on ne déshérite pas les enfants, puisqu'on ne peut pas déshériter des enfants, ce n'est pas possible. Par contre, effectivement, plutôt que de faire rentrer dans la succession un patrimoine, encore une fois, immobilier, il y aura simplement un patrimoine financier qui va rester. Il est bien évident que moi, aujourd'hui, dans le cadre de mon activité quotidienne, la majorité des gens qui vendent en viager ont des enfants. Donc, ils le font, soit en accord avec eux, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui, avec l'âge, ne peuvent plus subvenir à leur nouveau mode de vie. Parce qu'il faut savoir que plus on vieillit, plus les besoins quotidiens sont importants. Besoin d'aide à domicile, besoin d'aménagement d'un logement ou d'adaptabilité d'un logement pour sa nouvelle condition physique. Et tout ça coûte de l'argent. Donc, plus on avance en âge, plus nos besoins augmentent. Et paradoxalement, les retraites ne sont pas là pour nous aider. Donc, si les enfants ne peuvent pas aider, eh bien, il m'arrive aussi que ce soit les enfants qui me demandent des solutions pour leurs parents ou pour un de leurs parents, pour les aider justement à ce que leurs parents soient autonomes dans leurs finances et dans leur capacité à s'adapter à leurs nouvelles conditions. Maintenant, il y a des gens aussi qui me disent clairement, moi, je ne veux rien laisser quand je ne serai plus là, je veux profiter de la vie, je veux voyager, je veux m'acheter une nouvelle voiture, etc. Et il y en a beaucoup, ça, il ne faut pas
faut y penser. Il y en a beaucoup qui me disent, moi, je veux aider mes enfants avec le viager. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 70 ans, 75 ans, 80 ans, mes enfants ont 40 ans, 50 ans, c'est maintenant qu'ils ont besoin d'aide, c'est pas quand je serai mort. Oui. C'est souvent ce qu'ils me disent avec le cœur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec l'espérance de vie qui s'allonge, quelqu'un qui malheureusement va décéder à 80, 90 ans, eh bien, ses enfants, pour beaucoup, seront déjà à la retraite. Donc, ils n'ont plus besoin d'aide à ce moment-là. Ils ont déjà fait leur vie, leur carrière professionnelle. Donc, beaucoup me disent, moi, je veux aider mes enfants maintenant, ou mes petits-enfants, parce qu'on peut faire aussi des donations aux petits-enfants. Donc, souvent, ce sont des gens qui vont me demander non pas le versement d'un bouquet de rente, mais uniquement d'un bouquet, c'est-à-dire qu'ils veulent la totalité de la valeur occupée de leur bien en capital, pour ensuite faire une donation directe à leurs enfants dans le cadre de différents abattements qui existent. Je rappelle qu'aujourd'hui, avec les différentes possibilités qu'on a, chaque parent peut donner à chacun de ses enfants 100 000 euros, 100 000 euros. Pour l'un, comme pour le donateur, comme pour le bénéficiaire. Et à chacun de ses petits-enfants, jusqu'à 35 000, je crois, et quelques. 38 000 et quelques euros à chacun de ses petits-enfants. Donc, ce qui veut dire que la vente en viager peut aussi aider directement les enfants. Plutôt que d'attendre la succession et le décès des parents, eh bien, certains règlent leur succession de leur vivant. D'ailleurs, je dis toujours que le viager, en vendant en viager, on règle sa succession de son vivant. Et ensuite, l'argent ainsi obtenu permet de faire une donation tout de suite et immédiate à ses enfants. En fait, on donne l'héritage à ses enfants de son vivant. Voilà. C'est une manière, non pas de les déshériter, mais de leur faire hériter beaucoup plus vite de ce qu'ils auraient eu droit. Bien entendu, parce que, n'oublions pas une chose, Sophie, et ça je le constate dans mon quotidien, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, mais qui ne les voient jamais, qui se retrouvent seuls. Ça, c'est une réalité. Et puis, il y a beaucoup de gens qui, comment dirais-je, ont envie aussi de continuer de profiter de la vie, d'augmenter leurs revenus, mais de donner quand même quelque chose aux enfants. Donc, quelque part, et puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants aussi, donc des gens qui veulent simplement en profiter. Donc, le viager occupé vient aussi aider ces gens-là à mieux vivre leur retraite. Et l'argent qu'ils vont pouvoir en retirer, eh bien, pourront disposer comme ils l'entendent. En donner aux enfants, aux petits-enfants, et donner cet argent tout de suite à qui ils ont envie. En fait, c'est profiter de la vie, quoi. Tout simplement. On n'attend pas d'être décédé. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. N'oublions pas aussi une chose importante, c'est que moi, je fais de l'immobilier depuis 15 ans, il y en a qui en font depuis encore plus longtemps que moi. On sait très bien que malheureusement, quand des gens âgés décèdent, très souvent, les enfants ont déjà fait leur vie aux quatre coins de France, voire aux quatre coins du monde. Hériter d'un bien immobilier, pour beaucoup d'enfants, c'est une charge. Parce qu'au-delà de la douleur d'avoir perdu un parent, il faut aussi s'occuper de la succession, de revendre un bien, de trouver un agent immobilier sur place quand on n'habite pas sur place. Et puis, il faut bien dire les choses, un bien immobilier, ça s'entretient. Si on le laisse trop longtemps à l'abandon, il s'abîme et il perd de la valeur. Vendre un bien immobilier quand ses parents ont vécu dedans, donc à la douleur, on ajoute la complexité de la chose, de revendre un bien, parce que malheureusement, dans beaucoup de cas, on ne garde pas le bien familial, c'est une charge, donc on va le revendre. Mais ça crée des soucis de revendre. Et puis dans le cadre de la succession, on va payer des droits si on dépasse les fameux 100 000 euros, etc. Donc, quelque part, on ajoute à la douleur des contraintes, quand on a perdu quelqu'un et quand on a gardé un bien, alors que dans le cadre du viager, on liquide ça tout de suite, de son vivant, on s'en occupe. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent, je veux pas que mes enfants aient quelques problèmes à avoir une fois que je serai plus là, je préfère tout régler tout de suite, comme ça, quand je serai plus là, ils n'auront plus rien à faire, ils auront rien à régler, ils n'auront pas à s'occuper de tout. Moi, j'ai tout réglé avant de partir. En gros, on s'occupe tout de suite de sa succession, de son vivant. Et ça aussi, c'est une manière de faciliter les choses. Parce que, on le sait très bien, personne n'est éternel. Il faut aussi en parler. Et puis, comme je dis toujours, parler de viager, ça ne fait pas mourir. Au contraire, on prépare les choses, tout simplement. Ok. Toujours en termes de succès, cette fois-ci du côté acheteur. Donc, qu'est-ce qui se passe si l'acheteur meurt avant les vendeurs? Et donc, qu'est-ce qui se passe pour ses enfants? Ça, c'est ballot. Alors, ça peut malheureusement arriver. C'est arrivé, je crois, pour Jeanne Calment. Ça arrive. C'est-à-dire qu'en fait, un accident, notre acheteur qui a acheté à des personnes un viager, malheureusement, décède accidentellement ou de maladie avant les vendeurs.
c'est-à-dire qu'il payait une rente et lui-même décède avant les vendeurs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rappelons-le, quand on achète un bien en viager, on en est propriétaire tout de suite. On n'en a pas la jouissance tout de suite, mais on paye le bouquet et les rentes viagères tous les mois. Si malheureusement l'acheteur décède avant les vendeurs, eh bien, ce patrimoine immobilier rentre dans sa succession à lui ou à elle. Et à ce moment-là, eh bien, ce sont à ses héritiers eh bien, de continuer à payer la rente viagère, puisque le bien rentre dans sa succession, c'est du patrimoine qui lui appartient, mais il y a un contrat viager qui est rattaché, les vendeurs ou au moins un des vendeurs est toujours vivant, donc il faut payer la rente. Eh bien, lui, en fait, l'acheteur engage ses héritiers. Oui. C'est-à-dire que ces héritiers ont l'obligation de reprendre le versement de la rente. C'est la raison pour laquelle je conseille très fortement toujours à mes acquéreurs eh bien, de contracter une assurance décès qui ne coûte pas très cher, ça coûte quelques dizaines d'euros par mois, pour assurer plusieurs centaines de milliers d'euros, pour permettre ainsi à ses héritiers, à lui, que si malheureusement il décède, eh bien, le capital ainsi perçu par ses héritiers eh bien, leur permettront de continuer de verser la rente, de payer la rente. Alors, n'oublions pas une chose, c'est que acheter un bien en viager, on achète du patrimoine, et qu'à tout moment, on peut revendre un viager en cours. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est-à-dire que si demain les héritiers de la personne, de l'acheteur en viager, ne souhaitent pas continuer de verser la rente, il faut qu'ils fassent au moins les premiers mois le temps de remettre en vente et de trouver un nouvel acquéreur, mais ils ont tout à fait la faculté de revendre comme l'acheteur. Il m'arrive parfois de faire de la revente de viager, c'est-à-dire qu'on a un acheteur qui a acheté un bien en viager, et puis au bout de quelques années, il change d'avis ou sa propre situation a changé, divorce, perte d'emploi, faillite d'entreprise, je ne sais pas, et aujourd'hui, ben, il a plus trop envie de garder ce viager qui aujourd'hui est une contrainte pour lui. Eh bien, à ce moment-là, il peut me rappeler et on fait ce que l'on appelle une revente de viager. Donc, avec les crédits rentiers, les vendeurs du viager, toujours à l'intérieur de la maison, comme un locataire finalement. Donc, ce que l'on va faire, on va reprocéder un calcul de la valorisation du bien, de l'âge des vendeurs, qui sont toujours à l'intérieur, et on va calculer de manière à ce que sur le bouquet, il puisse, j'allais dire, retomber sur ses pieds, c'est-à-dire récupérer tout ou partie de ce qu'il a payé jusqu'à présent, à la condition c'est que le nouvel acheteur, lui, continue de verser les rentes qui sont prévues dans le contrat initial qui a été signé par eux. D'accord. Donc, un acheteur en viager, s'il décède, je résume, engage ses héritiers ou lui-même, s'il change d'avis, peuvent à tout moment revendre un viager. Ça se fait très bien. Ok. Ben écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. On n'a pas parlé d'impôt foncier. Alors l'impôt foncier, on en parle rapidement. Dans le cadre d'un viager occupé, c'est très simple. C'est comme avec un locataire. C'est l'acheteur d'un viager qui paye l'impôt foncier, oui, mais c'est l'occupant du logement qui continue de payer les ordures ménagères. C'est-à-dire que dans le cadre d'un viager occupé, voilà, exactement. C'est-à-dire dans le cadre d'un viager occupé, eh bien l'acheteur lui paye l'intégralité de l'impôt foncier, mais les vendeurs, donc les crédits rentiers qui occupent le bien, doivent lui rembourser la taxe sur les ordures ménagères une fois par an. Voilà. Et dans le cas... Voilà. Je rappelle aussi que dans le cadre des copropriétés, eh bien, l'acheteur, lui, en tant que propriétaire, presque bailleur, j'allais dire, doit payer les charges de copropriétaire et les charges locatives de la copropriété restent à la charge des occupants. Oui. Tout à fait logique. Voilà. Ok, ben écoute, ça fait 35 minutes que nous parlons, c'est déjà pas mal. Ben écoute, je pense qu'on en a terminé. Je te remercie beaucoup, Sylvain, pour ta disponibilité. Merci à toi pour ton invitation. Et puis, on en refera dans quelques temps, mais pas avant 6 mois, je pense. Voilà. Eh bien, quand tu veux, Sophie, ce sera avec plaisir. Ok, ben je te remercie beaucoup et à très bientôt, Sylvain. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.